10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Quoi de mieux que de démarrer sa semaine avec une bonne dose d'énergie avec votre programme matinal, la matinale éducative, le 10h midi de la télé-école qui est là pour doser votre journée en connaissances et en culture générale et pour préparer au mieux la jeunesse car comme on dit, le premier besoin d'un peuple est bien sûr l'éducation. Alors aujourd'hui, nous allions débattre sur deux rubriques, à savoir la rubrique entrepreneuriat et la rubrique hygiène de vie. Pour la rubrique entrepreneuriat, nous allions parler de la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes avec un invité de taille. Aujourd'hui, nous aurons monsieur Maïsse Touré, qui est diplômé en formation en ingénieur en planification économique et gestion des organisations sortant de l'ECEA, ex-ENEA. Il est aussi agronome de formation et a eu à avoir plusieurs certifications de l'École des entrepreneurs du Québec. Il a aussi été responsable administratif et financier à Kaman, coordinateur du cabinet Alas Group, où il a eu à faire de petites investigations à Kaolack et à Fatick. Et aujourd'hui, il occupe le poste de coordonnateur du Labis de Dakar. Nous allons le découvrir ci-après. Et pour la deuxième rubrique, nous aurons notre chroniqueur du jour, Seydina Omar Nian, dans lequel nous allions parler de l'importance du sommeil sur la santé. Le développement des rubriques, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. La promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes au Sénégal. L'entrepreneuriat a amorcé un virage plein d'espoir au Sénégal. Il est en plein essor depuis quelques années, pas seulement au Sénégal, mais aussi dans le monde. Les jeunes porteurs de projets novateurs ne se comptent plus, que ce soit dans les écoles, les instituts d'enseignement supérieur, dans le public comme dans le privé, en dehors du système éducatif. Les jeunes s'ingénient dans le secteur des innovations. Le fait le plus marquant, c'est qu'il est en vogue, surtout chez les jeunes. En somme, ce petit et beau monde des innovations et des projets novateurs est en frémissement au Sénégal. Et aujourd'hui, nous allions voir cela avec Maïsse Touré. Bonjour Maïsse et bienvenue à Télé-École. Bonjour Mbayang. Merci de cette invitation. Je vous en prie. Et nous serons aussi accompagnés de notre chroniqueur du jour, Seydina Omar Nian. Bienvenue Seydina. Merci Mbayang, c'est un plaisir de en tout cas d'être sur ce plateau de Radio École pour la matinale. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À présent, la rubrique entrepreneuriat, comme je l'ai dit tantôt, la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes. Maïs, aujourd'hui vous êtes le coordonnateur du Labis Dakar, qui est une ONG qui est là et qui est en faveur des jeunes. Aujourd'hui, avec le thème que nous vous avions apporté, comment est-ce que le Labis Dakar est en train de promouvoir cet esprit entrepreneurial auprès des jeunes? Mais avant cela, est-ce que nous pouvions savoir qu'est-ce que c'est que le Labis? Merci Mbayang pour cette déjà opportunité que tu nous offres pour qu'on puisse parler du laboratoire d'innovation sociale, mais aussi aborder ce thème d'actualité qui est la promotion des initiatives entrepreneuriales chez les jeunes. Donc, le laboratoire d'innovation sociale de Dakar est un centre de compétences et de ressources. Donc, mis en place dans le cadre du programme Compétences pour demain de Solidarité laïque, qui est une ONG française qui milite pour l'éducation pour toutes et tous. Donc, le laboratoire d'innovation, je dirais, le programme Compétences pour demain a pour objectif global de contribuer à l'autonomisation des jeunes. Donc, dans sa démarche, il s'appuie sur deux axes d'intervention. L'employabilité des jeunes qui est entendue comme toutes les compétences qu'un jeune doit avoir pour prétendre à un emploi ou pour garder son emploi ou se lancer dans une initiative entrepreneuriale. Et le deuxième axe, c'est l'engagement citoyen où il est appelé de renforcer en fait les compétences des jeunes pour qu'ils puissent devenir un acteur de transformation socio-économique et avoir un impact dans sa localité. Et suivant en fait notre approche sur le plan opérationnel, nous offrons des formations
d'accompagnement, nous organisons aussi des ateliers, des événements de sensibilisation des jeunes sur des thématiques qui les intéressent. Donc le LABIS aussi est un espace qui accueille les activités des jeunes, les associations de jeunes, en même temps aussi voilà, leur offre des espaces conviviaux où ils peuvent vraiment travailler sur le projet en toute quiétude et en toute gratuité. D'accord, merci pour cette précision. Alors le programme Compétences pour demain qui est avec, vous avez dit, la solidarité laïque, qui vient d'une ONG française. Exact. Alors est-ce que ça fait partie du programme de l'État français ou est-ce que c'est tout à fait indépendant? Donc déjà il faut savoir que Solidarité laïque est un consortium d'associations éducatives françaises. Donc comme tout naturellement les organisations, les ONG d'habitude voilà elles développent des projets qu'elles soumettent au niveau des bailleurs. Donc dans le cadre du programme Compétences pour demain, il est financé en fait par l'Agence française de développement à hauteur de 50%. Donc maintenant il reste les autres 50% à chercher au niveau national comme au niveau international. Et souligner que également le programme n'intervient pas seulement au Sénégal, on est dans 7 pays. Voilà, dans le Sénégal. Alors, vous aviez parlé du programme Compétences pour demain dans lequel vous aviez 2 axes. Et le premier axe, c'est l'employabilité des jeunes. Alors, comment est-ce que vous faites pour pouvoir donner envie à ces jeunes d'entreprendre? Déjà, c'est vrai que le phénomène de l'entrepreneuriat, c'est vraiment en vogue et que voilà, beaucoup le font, mais il y a des jeunes qui, quand on leur parle d'entrepreneuriat, quand ils pensent aux efforts qu'ils auront à faire, les échecs peut-être qui pourront survenir, ils auront peut-être peur ou vont hésiter. Vous, comment est-ce que vous faites pour que ces jeunes mordent à l'hameçon et acceptent de venir se former ou carrément de s'imprégner un tout petit peu du domaine entrepreneurial? En somme, comment est-ce que vous y prenez avec les jeunes? Oui, sur le plan opérationnel, peut-être qu'il faut souligner même avant d'arriver à ce niveau-là, est que nous ne disons pas effectivement aux jeunes ce qu'il faut faire. Mais par contre, nous entretenons avec les jeunes qui viennent vers nous pour un peu s'imprégner de leurs préoccupations, de leurs besoins. Et ensemble, on essaie de co-construire des solutions face à ces problèmes identifiés. Parmi ces problèmes, il y arrive en fait qu'on ait des solutions que le LABIS lui-même peut apporter en fait à ce jeune ou bien à ce groupe de jeunes. Et il y aura d'autres que nous ne serons pas à mesure, peut-être on n'a pas l'expertise sur place pour pouvoir prendre en charge. Et dans ce cas-là, on les oriente vers nos partenaires potentiels qui peuvent les accompagner. Mais si nous prenons la question spécifique de l'entrepreneuriat, nous organisons des activités également de sensibilisation. Par exemple, au LABIS, nous tenons tous les 3 mois un rendez-vous dénommé le rendez-vous des entrepreneurs, où nous essayons en fait d'aborder des problématiques liées à l'entrepreneuriat pour en fait sensibiliser les jeunes qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, mais également à d'autres jeunes peut-être qui n'ont pas en fait l'objectif de se lancer dans un premier temps, mais peut-être que s'ils fréquentent le LABIS, s'ils assistent à ces rendez-vous-là, ça peut en fait créer un déclic en eux pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. À part ça aussi, nous initions des programmes d'accompagnement sur mesure de jeunes entrepreneurs, de jeunes débutants qui sont juste à l'étape d'idée. Aussi d'autres jeunes entrepreneurs qui ont déjà démarré, mais peut-être qui rencontrent des difficultés dans la croissance de leurs entreprises. Donc c'est à ces 2 niveaux-là que nous agissons. C'est-à-dire qu'on fait de la sensibilisation à travers des rendez-vous que nous organisons, mais aussi nous initions des programmes d'accompagnement sur mesure où le jeune qui est à l'étape d'idée, on l'accompagne dans la maturation de son idée de projet. Et pour ceux qui ont déjà commencé, on essaie de faire un diagnostic et puis déboucher sur un plan d'action sur lequel on l'accompagne pour une durée de 6 mois.
D'accord. Alors, ces programmes d'accompagnement sur mesure, est-ce que c'est fait de manière individuelle? Parce que plus haut, vous avez dit que vous êtes à l'écoute du jeune, il vient, il expose ses problèmes. Donc, est-ce que c'est quand il n'y a qu'une seule personne qui a des problèmes spécifiques que vous ayez, ou vous le faites d'habitude en groupe, vous attendiez d'avoir un nombre pour le faire? Et aussi l'autre question qui va certainement subvenir, comment va se dérouler ce programme d'accompagnement? L'accompagnement se fait de façon individuelle comme collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un jeune qui vient vers nous et qui a un besoin vraiment pressant, afin qu'on l'accompagne dans l'idéation de son idée de projet, là, il est pris en charge directement par le LABIS. Maintenant, les programmes d'accompagnement, c'est des parcours spécifiques que nous lançons nous. Nous faisons un appel à candidature, voir les jeunes qui s'y intéressent, et là, on fait une sélection. On les accompagne sur une durée de 3 à 6 mois, tout en espérant, pour ceux qui étaient à l'étape d'idée, de démarrer leur projet. Et les autres qui ont déjà démarré aussi puissent déjà, en tout cas, lever certaines difficultés dont ils rencontrent dans l'évolution de leur entreprise. D'accord. Et plus haut aussi, vous aviez parlé des formations. Si on pouvait aussi avoir un aperçu des différentes formations qui sont dispensées pour ces jeunes. Tout à fait. En tout cas, suivant la tendance des demandes des jeunes, ou bien le centre d'intérêt des jeunes, nous constatons que le numérique, quand même, occupe une place importante chez les jeunes. Il y a pas mal aujourd'hui de jeunes qui s'intéressent déjà à découvrir l'univers de l'ordinateur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de la banlieue n'ont pas eu la possibilité d'apprendre comment utiliser un ordinateur. Donc, nous leur offrons des formations en initiation en informatique. Sur le leadership également, nous y agissons. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin, en fait, des compétences d'expression en public. Et voilà, il y a de ces formations sur la prise de parole en public que nous organisons, des activités de formation sur l'élevage de poules de chair, sur l'agroécologie. Voilà. Donc, on est vraiment dans beaucoup de choses. On n'est pas spécifiquement sur des curricula bien élaborés, mais plutôt en fonction, en fait, des besoins exprimés, on essaie d'organiser, voilà, la formation. D'accord. Alors, tout au début, vous avez dit que le LABIS est là pour, on va dire en quelque sorte, la réalisation du projet du jeune. Et quand, par exemple, vous donnez des formations en aviculture, il y aura une théorie. Je ne sais pas s'il y aura de la pratique, mais ces jeunes, en fait, qui vont faire cette formation, est-ce qu'au sortir, vous alliez les suivre pour voir si la formation a été efficace, ou est-ce qu'ils ont pratiqué, ou en quelque sorte, en fait, est-ce que ça a été utile de suivre cette formation et de ne pas, voilà, pouvoir le mettre en place? Bon, en tout cas, ça serait intéressant que cette question soit posée aux bénéficiaires du LABIS. Mais en tout cas, je pense que ce sont des formations très utiles dans la mesure où, voilà, elles conjuguent la théorie et la pratique. Donc, pour ce qui est, par exemple, de l'aviculture, ce cas spécifique, nous les offrons une formation théorique d'une semaine et l'élevage, en fait, de toute une bande sur 45 jours. Et ça, c'est pour permettre, en fait, aux jeunes de pouvoir pratiquer les connaissances acquises durant la phase théorique et de pouvoir aussi, en fait, les pratiquer afin, à la fin du parcours, que ces jeunes-là puissent voler de leurs propres ailes, soit intégrer une ferme avicole, soit lancer leur propre projet, voilà, avicole. Donc, on est heureux quand même de voir pas mal de jeunes qui ont eu à suivre ces parcours-là, voler de leurs propres ailes. Et même souvent avant la fin des formations, les jeunes s'organisent sous forme de groupements, de GIE, voilà, pour déjà mettre en place quelque chose. D'accord, ça aussi c'est une très bonne chose à savoir venant du LABIS. Mais ces jeunes qui sont formés au LABIS,
est-ce que après avoir fréquenté le LABIS, après avoir fait la formation, avoir eu des bases théoriques et tout, est-ce qu'ils reviennent ou est-ce que après il y a une communauté quand même, ou un canal qui est noué entre les bénéficiaires du programme et les membres, les différents administrateurs du LABIS? Tout à fait. Il faut même visiter le LABIS pour voir, en fait, rien que la disposition des différents espaces du LABIS montre clairement que il n'y a pas de barrière entre les animateurs du LABIS ainsi que les jeunes qui y fréquentent. Et il faut aussi voir la logique du LABIS, pas comme une structure juste d'accompagnement des jeunes, mais plutôt c'est considéré comme un tiers-lieu. Un tiers-lieu, on le dit que ce n'est ni la maison, ce n'est ni le bureau. Donc, ça veut dire quoi? Au-delà même des formations, il y a des activités d'animation qui s'y tiennent. Et la plupart des jeunes qui viennent une fois au LABIS, ils restent toujours parce qu'il y a des activités tout le temps qui se poursuivent, qui attirent en fait qui cadrent avec leur centre d'intérêt. Raison pour laquelle, voilà, on voit, une fois que tu viens au LABIS, c'est fini. C'est un espace où chaque jeune, voilà, peut trouver son compte au-delà des formations spécifiques qui s'organisent. D'accord. Alors, le LABIS, le laboratoire d'innovation sociale, on peut dire que c'est un lieu transformationnel pour les jeunes qui sont là pour pouvoir développer et pourquoi même pas un réseau de networking pour les futurs entrepreneurs. Et tout à l'heure, sur le deuxième axe de programme compétences pour demain, vous aviez aussi parlé d'engagement citoyen. Aujourd'hui, quand on parle d'engagement citoyen, la citoyenneté active et autres, ce n'est pas du tout facile d'encourager ou même, je vais dire, de convaincre un jeune de se lever et d'aller faire une chose qui est son devoir et dans lequel il ne sera pas payé. Mais voilà, avec les mentalités et tout, comment est-ce que vous faites pour aussi les initier à les inciter et à faire en sorte en fait qu'ils continuent cela au sein de leur communauté et au sein de leur quartier? Tout à fait, c'est une des difficultés quand même du moment. Aujourd'hui, les jeunes ont des préoccupations beaucoup plus, je dirais, liées à leur survie. Donc aujourd'hui, pour pouvoir les attirer à s'adonner à l'engagement citoyen, il faut vraiment, en tout cas nous, on mise sur la sensibilisation. Donc, au début de l'installation, en tout cas au début du démarrage du programme Compétences pour demain, nous avons eu l'idée au départ de recruter des volontaires au niveau du LABIS. Donc, cette cohorte de volontaires ont été renforcées en termes de leadership, en termes de gestion d'organisation associative, etc. Donc, après, on les a constitués en binôme. Et on leur a demandé de créer des clubs citoyens au niveau de leur quartier. Donc, ces clubs citoyens-là travaillaient sur la base, en fait, de plans d'action, d'activités de sensibilisation sur lesquels le LABIS de Dakar les accompagnait techniquement et financièrement. Et ceci, quand même, je peux dire a vraiment fait tache d'huile, ce qui a attiré pas mal, en fait, des jeunes, compte tenu des résultats ou bien de l'impact des activités réalisées par ces clubs-là au niveau de la base. Et même ceci a attiré certaines collectivités vers nous, en nous disant comment vous avez pu réussir à accompagner ces jeunes-là à faire de tels impacts au niveau de leur localité. Et ceci vraiment a été un très bon départ. À part ça, c'est toujours aussi le fait que des fois les gens disent que les jeunes ne sont pas du tout vraiment intéressés par ça, mais par contre, s'il y a une sensibilisation vraiment aiguë sur l'engagement citoyen auprès des jeunes, surtout en mettant l'accent sur le rapport entre l'engagement citoyen et l'employabilité, ça peut convaincre, ça peut inciter à un jeune, voilà, de se lancer dans l'engagement citoyen. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont des formations aussi pointues, mais ont du mal à s'insérer, ont du mal à trouver une opportunité pour pouvoir exprimer pleinement leurs compétences, leur potentialité. Donc, aujourd'hui, si un jeune qui a une formation quelconque, je peux dire un exemple comme quelqu'un qui a
des compétences en communication. Par exemple, pour venir au LABIS, et on le met en rapport avec un jeune, par exemple, qui a une initiative communautaire. Et ce jeune-là peut assurer, en fait, la communication de cette initiative. Et pour moi, ça, c'est une belle expérience que ce jeune-là peut valoriser dans son CV comme expérience. Et en cumulant, en fait, des activités ainsi, le jeune, en fait, pourra avoir une solide expérience qui peut aujourd'hui peser lourd sur son CV. Donc, créer des liens comme ça peut permettre, en fait, peut convaincre, en tout cas, pour convaincre un jeune à se lancer en entrepreneur. Et aujourd'hui, on est fiers quand même de voir que pas mal de jeunes qui ont venu au LABIS et qui ont suivi, en fait, ou bien qui ont participé à l'exécution ou à la réalisation d'initiatives communautaires, ont pu, en une année, moins d'une année même, en fait, trouver des contrats auprès d'autres organisations. Et tout ça, c'est grâce, en fait, à ces initiatives, à leur participation dans la réalisation de ces initiatives communautaires. Ouais. Donc, on voit que vous êtes beaucoup sur le marketing relationnel et qui marche d'habitude très bien. Et de passage, je dirais que pour l'intégration dans des ONG, que ce soit ONG, groupement de jeunes ou associations, en fait, les postes qu'on y occupe, certes, ne sont pas vraiment des postes connus de tous, mais qui aident beaucoup dans le CV. Par exemple, ces fameux volontaires qui ont eu à travailler et ont pu regrouper des personnes, ça peut être écrit dans le CV parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils pensent que tout ça, ça ne sert à rien. Mais par exemple, vous aviez votre master, par exemple, en communication ou en gestion des organisations et autres, et on vous demande, vous allez déposer quelque part, on va vous demander par exemple d'avoir une expérience de 3 ans ou 5 ans. Et les personnes, en fait, elles sont toujours là, les jeunes, ils sont toujours là en train de se dire que comment on peut finir à peine son master ou sa licence et nous demander une expérience. Alors que le problème, c'est que dès, au fait, qu'on entre à l'université ou qu'on commence une formation professionnelle, on doit se dire que le chemin, c'est moi qui dois le construire, ça doit commencer c'est moi qui dois écrire ma propre histoire. Si on voit aujourd'hui les politiciens, c'est juste un exemple, on va voir qu'ils ont commencé leur chemin à l'université avec le syndicalisme et autres. Ils étaient là-bas à prendre la parole, ils étaient là-bas à gérer des groupements de jeunes. Et donc, dès la première année où tu es en communication ou en deuxième année de communication, au niveau de ta commune, il y a une amicale ou une ONG dans laquelle tu peux occuper un poste de communication. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand une personne emploie une personne, que ce soit en licence ou en master, d'habitude, ils veulent qu'ils aient de l'expérience. Et l'expérience ne peut être que vécue et expérimentée. Exact. Et voilà, donc nous saluons tout de même le travail qui est donné là-bas au LABIS et nous incitons quand même les jeunes à ne pas hésiter à mettre cela sur leur CV. Alors, donc ces jeunes sont là et essayent quand même de faire passer le message du LABIS, même si le LABIS est beaucoup plus relationnel que virtuel, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Alors, quelles sont, au fait, un tout petit peu la finalité du LABIS en tant que tel? Ces véritables objectifs. Et comme je l'ai rappelé au début de mon propos, et que l'objectif global, vraiment, c'est de contribuer à l'autonomisation des jeunes de la banlieue de Dakar. Donc ça, il faut le souligner, on est vraiment dans la banlieue de Dakar. Donc quand on parle d'autonomisation, c'est beaucoup plus que les jeunes puissent vraiment se trouver, en tout cas, un emploi décent qui peut leur permettre de vivre leur vie dignement. Donc c'est un peu ça la finalité de toutes nos actions. Voilà, ça peut être aussi au fait que le jeune puisse être un acteur aussi du développement de sa développement socio-économique de sa localité, de son quartier. Qu'il puisse être un acteur au lieu d'être un spectateur. Exactement. Alors, quand vous avez eu à avoir des entrepreneurs en formation, tout à l'heure vous avez dit qu'il se peut qu'il y en ait qui sont à l'idée de projet et d'autres qui sont au commencement ou carrément en élaboration. Donc pour ces jeunes qui étaient venus, quelle est la majorité des difficultés rencontrées?
Bon, les difficultés majeures, déjà pour ceux qui étaient à l'état d'idée, c'était de pouvoir en fait affiner leurs idées de projet. Et donc sur ça, on essaie de s'entretenir avec eux pour mieux comprendre ce qu'ils veulent par rapport à leur projet. Et là, on essaie d'affiner ensemble, voilà, leurs idées. Mais après ça, le véritable challenge, c'est le démarrage de leurs activités. On sait que tout ce que le démarrage d'une entreprise, d'un projet nécessite des moyens. Et la plupart du temps, les jeunes n'ont pas assez de moyens pour démarrer leurs activités. Et c'est là aussi où nous interpellons beaucoup plus l'État, afin qu'il facilite l'accès au financement aux jeunes. C'est vrai qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses pour les jeunes. Il y a pas mal aujourd'hui. Je l'ai dit souvent, il y a beaucoup d'opportunités quand même destinées à l'accompagnement des jeunes. Mais c'est pas suffisant compte tenu du ratio des jeunes au niveau de la population. Comme vous le savez certainement, que 75% de la population a moins de 35 ans. Donc, aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire, mais tout ce que l'on puisse faire pour accompagner les initiatives, faciliter l'accès au financement aux jeunes, ça serait vraiment salué en fait. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça en termes pour les jeunes que nous accompagnons dans les parcours d'accompagnement, surtout ceux qui sont à l'étape d'idée de projet. D'accord. Alors, l'accès au financement, l'un des problèmes majoritaires que rencontre la population, mais est-ce qu'il est vraiment sûr, selon vous, de votre propre expérience personnelle, est-ce qu'il est vraiment sûr, par exemple, de donner à quelqu'un qui a élaboré son projet, son business plan, de 10 à 15 millions, est-ce que c'est vraiment sûr de lui donner cette somme immédiatement si, par exemple, l'accès au financement était beaucoup plus facile pour les jeunes? Non, pour moi, le financement des projets des jeunes, pour moi, ce n'est pas la finalité. Ce n'est qu'une étape dans l'accompagnement de l'entrepreneur. Pour moi, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de former en fait les jeunes pour qu'ils aient tout ce qui est profil entrepreneurial et capacité entrepreneuriale. Par exemple, en gestion financière. En gestion financière, sa manière de réagir par rapport aux difficultés parce qu'en fait, il faut le dire aussi, l'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, c'est un parcours, en tout cas, jalonné de difficultés. Donc, il faut que aussi les entrepreneurs soient préparés à ça. Donc, cela veut dire quoi? Il faut vraiment les former, il faut vraiment les préparer sur le plan, le profil déjà, les compétences que le jeune doit avoir pour pouvoir manager, assurer la gestion de son entreprise. Et deuxièmement, aussi sur le plan émotionnel, comme le préparer sur les difficultés, en tout cas, possibles durant son parcours. De deux, une fois le jeune formé, renforcé en compétences, et bien sûr, en amont, l'appuyer dans la concrétisation, ou bien dans le raffinement de son idée de projet. Là, il est important aussi, avant tout financement, de faire une prospection au niveau du terrain. Allez voir si, en réalité, le projet que ce jeune-là veut mettre en place est en adéquation avec le lieu d'implantation. La plupart du temps, ça se fait pas. Moi, j'ai assisté, de mon expérience, j'ai une fois assisté à un groupement de femmes qui a été financé par un programme de l'État. Mais malheureusement, elles ont reçu le financement, elles ont voulu faire du maraîchage au niveau d'un terrain un peu où le sol est un peu salé. Et ça ne marche pas. Et finalement, elles se sont dit, non, il faut qu'on change d'idée de projet. Et elles se sont lancées en agriculture sans aucune formation. Donc, vous voyez, voilà, et c'est là tous les dangers. Donc, pour moi, le financement est une finalité.
Mais ce n'est pas forcément, en fait, la première chose, la première étape à faire, ou bien à franchir. Donc, il faut des étapes. La forme, déjà, l'idéation, l'accompagner dans l'idéation du projet, former l'entrepreneur, aller faire une prospection au niveau du terrain, voir l'adéquation entre le milieu et le projet. Est-ce que c'est vraiment faisable techniquement? Donc, après ça, si on est sûr, si on est sûr et certain, ou bien si on achève ces étapes-là, on peut maintenant, en fait, aller vers un financement. Et on ne doit pas financer le jeune et puis le laisser à lui-même. Mais par contre, on doit aussi l'accompagner pour une durée, je ne sais pas moi, de 3, 6 mois. Voilà, pour au moins, l'apporter l'assistance nécessaire dans les débuts de son aventure entrepreneuriale. D'accord. Donc là, on peut comprendre que tout début déjà n'est pas très facile et que l'entrepreneuriat, c'est vraiment de pouvoir contourner les obstacles. Et comme vous aviez donné l'exemple de ces femmes qui n'avaient pas étudié d'abord la zone pour y faire du maraîchage et qu'après ont directement changé de projet et que finalement la somme qui avait été donnée avait été certainement déjà au terme. Et maintenant, en fait, c'est à cause de ce genre de cas parfois que les gens, en fait, ils n'aiment pas financer rapidement, même si ce sont des jeunes engagés, dévoués et tout ça. Et qu'il faut dire aussi qu'en entrepreneuriat, dans un début, on se cherche. Et c'est cette phase de recherche de soi. Est-ce que ce projet est fait pour moi ou pas? Parce qu'il y a de grands entrepreneurs, avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui, ils ont eu à faire plusieurs projets qui sont tombés à l'eau ou de changer à chaque fois. Et donc, le fait au fait que les personnes qui financent vont être un tout petit peu réticents à cela, ça ne vous donne pas envie de conseiller aux jeunes, par exemple, de commencer par eux-mêmes avant de se lancer dans la recherche de financement? Bon, en tout cas, compte tenu du contexte actuel, peut-être on l'a pas vraiment abordé au début. Pour moi, personne ne doit attendre en fait un financement ou attendre à ce que l'État vienne à son rescousse. Mais plutôt, quand on a un projet dont on est aussi certain qu'il est rentable, on doit vraiment en fait songer à démarrer avec les moyens du bord. C'est là où je suis d'accord avec les théoriciens de l'effectuation. Voilà. Donc voilà, ils doivent pas vraiment attendre puisque voilà, ils peuvent gagner du temps avec peu de moyens. Le rêve peut être permis, les ambitions aussi peuvent être permises. Mais par contre, il faut en réalité désagréger ces ambitions de sorte en fait qu'elles correspondent en fait aux ressources disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir l'ambition de mettre en place voilà une grande industrie qui va ravitailler tout le Sénégal en mangue par exemple. Mais à l'étape actuelle, si je n'ai que 500 000, si on se dit que non, il faut que j'attends pour avoir en fait l'ensemble de l'investissement pour mettre l'industrie avant de commencer, ça peut causer problème. Mais tu peux te poser une question en se disant, avec ces 500 000 là, qu'est-ce que je peux faire maintenant, actuellement, pour que, en fait, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, d'ici 10 ans, songer en fait à réaliser ce rêve-là que j'ai. Et une fois cette question-là posée, simultanément, il y a des idées qui nous viennent. On essaie de désagréger l'ambition, voilà, à court terme avec les moyens disponibles, tout en s'activant aussi dans la recherche de partenaires, de fonds aussi pour financer son projet. Mais je suis tout à fait en phase avec ça. Ça veut dire que les jeunes doivent, en tout cas, chercher à démarrer avec leurs propres moyens avant de voilà, au lieu d'attendre l'État. D'accord, et j'espère qu'ils nous entendent et qu'ils le feront au lieu de dire à chaque fois que voilà, il n'y a pas d'argent, donc je reste dormir à la maison. Alors, toujours dans la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes, et vous ne pensiez pas au fait qu'il y a des freins qui peuvent un tout petit peu casser cette envie entrepreneuriale. Par exemple, nos parents, d'habitude,
dès qu'on veut faire une autre activité, ils sont là à dire que oui, man len la santé, dama jangi, inil ma diplôme. Et malheureusement, quand on amène le diplôme après, voilà, il y a peut-être des difficultés à trouver du travail et tout, vu déjà, comment dire, le fait que la jeunesse est vraiment majoritaire ici au Sénégal. Donc, que pensez-vous du rôle des parents dans la promotion de l'initiative entrepreneuriale des jeunes et plus particulièrement de leurs enfants? Alors, ce qu'il faut noter à ce niveau-là, la première chose est que qu'on se cache pas à la face, hein, et que notre société n'est pas très très propice en fait à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour pouvoir en réalité se lancer en entrepreneuriat, il faut déjà avoir un entourage qui t'encourage. Et aujourd'hui, peu de familles, en tout cas, encouragent leurs enfants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est tout à fait naturel, parce que nos parents aussi ne connaissent pas ce que c'est l'entrepreneuriat. Ils n'ont jamais tenté l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient sceptiques, en fait, de cet aspect. Moi, je le dis souvent, si c'était à refaire, ou bien si je pouvais revenir encore des années en arrière, j'aurais commencé l'entrepreneuriat depuis l'université ou même bien avant. Et là, c'est là en fait où il est intéressant d'aller vers les incubateurs, vers les organisations comme le LABIS, afin en fait d'être conscientisé sur les enjeux de l'heure. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, même avoir un master 2 ne te permet pas de s'insérer facilement. Moi, je connais des ingénieurs qui se cherchent. Donc, n'en parlons pas des jeunes qui ont juste la licence ou bien qui viennent juste d'avoir le bac ou qui ont je sais pas quoi. Donc, ce que veut dire que en fait l'entrepreneuriat est une opportunité, en tout cas, est une opportunité qui s'ouvre en fait aux jeunes qui ont des difficultés de s'insérer. Mais ça ne veut pas dire que aussi, parce que c'est là où il est un peu, je dirais pas compliqué, mais quand même, bon, on voit en fait des entrepreneurs occasionnels. C'est-à-dire en fait des jeunes qui se lancent juste en entrepreneuriat parce que voilà, ils ne trouvent pas du travail, donc ils se disent non, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais ces jeunes-là, une fois qu'ils trouvent une opportunité d'emploi, ils vont laisser leur entreprise tomber à l'eau, hein, ça c'est sûr. Et ceci va contribuer à ce fameuse statistique là qui dit que pratiquement 60 et quelques % des PME disparaissent avant même de fêter leur premier anniversaire. Et ça peut être une explication. Il peut y avoir aussi d'autres explications, peut-être que on y reviendra. Mais quand même, il faut dire, pour répondre vraiment à ta question, et que notre société n'est pas du tout favorable à l'entrepreneuriat. Mais par contre, pour que les jeunes puissent vraiment être conscients de l'enjeu, il faut qu'ils aillent vers les structures adaptées, vers les structures qui peuvent les accompagner, en fait, leur conscientiser sur l'entrepreneuriat. Et mieux les préparer également, parce que c'est important. D'accord. Ouais. En tout cas, tous ces jeunes qui sont en train d'y aller et de voir. Tout à l'heure aussi, vous aviez parlé des enjeux. Si on pouvait aussi connaître les enjeux auxquels sont confrontés l'entrepreneuriat au Sénégal. Bon, je pense que l'enjeu majeur, on l'a souligné tout à l'heure, c'est l'accès au financement qui est très compliqué. Il y a un autre enjeu, c'est par rapport à l'évolution des entreprises dans le secteur informel. On dit que, je pense, en tout cas, 96% des PME évoluent dans le secteur informel. Et pourtant, toujours avec les données statistiques, le tissu économique du Sénégal est constitué de 80% de PME. Donc, imaginez l'impact que les PME ont sur le PIB national et qu'on peut pas carrément mesurer.
Parce que ce sont des PME qui ne figurent nulle part, qui évoluent dans le secteur informel. Et pour moi, l'État doit intervenir aussi à ce niveau, en essayant de mettre en place des mesures incitatives, vers la formalisation de ces entreprises-là. Donc ça c'est une chose également. Ça, au-delà de l'accès au financement, la formalisation des entreprises. Il y a également un autre aspect pour moi qui est important à prendre en considération, c'est le paiement des impôts. Oui. Aujourd'hui, en tout cas de mon expérience, quand j'interroge des entrepreneurs sur le pourquoi ils sont toujours dans le secteur informel. Mais là, ils se disent que non, c'est parce que je ne vois pas d'utilité de me formaliser. Si je me formalise, en fait, il y aura les impôts et en retour, on ne voit pas en fait un appui de l'État ou bien la présence de l'État dans nos activités. Et là, pour moi, l'État aussi doit faire des efforts pour moi, en tout cas, en exonérant les petites entreprises jusqu'à leurs 3 ans au moins. Parce que les statistiques montrent que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, plus de 60 et quelques % de ces entreprises-là disparaissent avant de fêter leur premier anniversaire. Donc, il faut qu'il y ait des mesures incitatives, des mesures d'accompagnement des PME pour qu'elles puissent non seulement se formaliser, mais aussi, en fait, se sentir à l'aise un peu dans les premières années, afin, en fait, de pouvoir survivre et continuer leur croissance. Alors, le domaine de la formalisation devient un vrai problème, comme vous avez dit. Dès qu'on parle de formalisation, les gens ils disent que waouh, je vais payer l'impôt. Et en fait, ils se disent que se formaliser, c'est informer à l'État de ce que tu gagnes par mois ou par année. Et c'est aussi leur dire que ce que je gagne, je vais aussi te donner tant de pourcentage de ma poche, mais que toi, en retour, tu ne vas rien m'apporter. Et du coup, ça décourage beaucoup de personnes. Et les entreprises fantômes dont vous parlez, d'ailleurs, la formalisation, elle se passe à l'APIX de Dakar. Et chaque jour, moi, j'y étais. Chaque jour, vous voyez une foule de gens qui viennent s'inscrire. Donc, après, ces personnes qui vont abandonner peut-être une année ou après, ou bien avant même les une année, il se trouve au fait que parfois, ces personnes qui se formalisent dans un premier temps se formalisent juste pour avoir un papier ou qu'il y ait une opportunité. Donc, au passage, l'avantage déjà de se formaliser, c'est de pouvoir passer à des concours. Vous le saviez mieux que moi. Il y a des concours internationaux, surtout, qui exigent que vous soyez formalisé. Autrement dit, que vous ayez un INEA et un registre de commerce, ce qui va faire que ils auront quand même confiance de vous formaliser. Et d'habitude, ils demandent d'avoir minimum une année d'existence. Et donc, voilà. Ces entreprises fantômes, encore, comme je disais, d'habitude, quand on dit entreprises fantômes, ce sont ceux qui ont un INEA et un registre de commerce. Malheureusement, l'information ne passe pas comme elle devrait se passer. Ils ont un INEA, ils ont un registre de commerce et ils pensent que ça s'arrête là. C'est parce que normalement, dans les textes écrits, on a une exonération de 3 ans avant de pouvoir payer les impôts. Et donc, après d'avoir ce registre de commerce et ce INEA, on doit faire ce qu'on appelle la déclaration d'existence. Tout à fait. Donc, dans cette loi qui dit que nous avions le droit d'avoir une exonération de 3 ans avant de payer les impôts, ça veut dire que mën nga toog tey ji 3 ans avec ton entreprise sans payer les impôts. Il y a aussi un autre texte qui dit que après avoir obtenu ton INEA et ton registre de commerce, tu dois rester genre 3 mois après, si tu fais pas ta déclaration d'existence, tu vas avoir une amende de 200 000 francs. Donc c'est un petit peu ça ce qu'on appelle les entreprises fantômes. Mais il faut dire que tout à l'heure vous l'aviez dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui vont aller dire je vais faire de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'ils font de l'entrepreneuriat pur et dur? Moi, je dirais qu'ils font du business. Et ils font du business parce que si on différencie l'entrepreneur du businessman, c'est celui qui va trouver une opportunité. Comme par exemple, que ce soit la Korité ou la Tabaski, il va dire que bon, les gens vont acheter des tissus, je vais acheter et je vais revendre. Et donc, ils vont se dire, voilà, je vais avoir des sous. Et dès qu'il y aura un autre élément tendance, ils vont se dire que bon, il y a des hommes qui sont là en train de faire les waves et autres, donc je vais aller acheter ces crèmes
en vendre. Il y en a des gens vont dire par exemple qu'il y a ce genre de lunettes qui est sorti, donc qui est tendance. Je vais aller et je vais en vendre. Donc eux, on va pas dire qu'ils ont des entreprises très solides. Et cette déclaration d'existence, qui est normalement faite après l'obtention du NINEA et du registre de commerce, c'est cette déclaration d'existence qui va faire en sorte que vous serez, enregistré en tant qu'entreprise au niveau des impôts et domaines, et qui va ensuite vous permettre de payer l'impôt. Donc là, c'est juste pour sensibiliser. Par rapport à mon expérience, quand c'est une entreprise qui vient de se formaliser, automatiquement vous êtes enregistré en tant qu'entreprise individuelle. Et que là, quand même, le taux d'impôt qui est suggéré est, selon moi, abordable, qui est de 2%. Si vous veniez de démarrer, si vous n'aviez pas de boutique, si vous n'aviez pas d'employés et autres, c'est 2%. Maintenant, si vous alliez, par exemple, avoir plusieurs boutiques ou après avoir plusieurs employés, là aussi, vous aurez à notifier que vous aviez tel employé, tel. Il y aura des factures qui feront en sorte que ça va monter peut-être de 2 à 7%. Ça dépendra. Mais je dois juste dire que à ceux qui ont peur qu'au démarrage, c'est 2% pour les entreprises individuelles. Alors, ces entreprises fantômes qui sont créées, mais aussi, Maïs, pour la formalisation, quand là vous alliez dire les personnes qui sont dans le secteur informel, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est n'est-ce pas gagner de l'argent, mettre en place un projet, une activité, un produit, un service. Donc, disons que aujourd'hui, ces femmes aujourd'hui qui se lèvent à 4h, 5h du matin, qui partent, par exemple, au marché de Tiaroy, qui achètent leurs poissons et qui viennent après à Rufisque revendre cela, ou ces femmes aussi qui vont acheter des légumes et venir revendre cela, et qui ont une table délabrée, on va dire que c'est de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que ces femmes qui essayent de nourrir leur famille pourront vraiment supporter de l'impôt à leur activité? Juste d'un point de vue personnel. En tout cas, c'est un cas délicat. Peut-être déjà avant d'arriver à cette question-là, c'est par rapport toujours à la formalisation. Peut-être toujours, il est important de le souligner en termes de sensibilisation et que la formalisation ne s'arrête pas seulement à l'enregistrement de l'entreprise. Voilà. Parce que tout ce qui est NINEA de commerce, ça c'est de l'enregistrement. La déclaration effectivement de démarrage des activités, ça existe. Mais peu de personnes le savent. Voilà. Et malheureusement aussi, les services habilités à donner la bonne information. Bon, moi, vous allez m'excuser, je vais donc raconter une anecdote. Donc, quand moi j'ai eu mon NINEA et mon registre de commerce, c'est 2 mois après qu'un ami m'a dit que où est ta déclaration d'existence? Moi, je suis allée à l'APIX, personne ne m'a dit que je devais le faire. Et maintenant, quand on m'a informé, je suis allée aux impôts et domaines de Dakar. On m'a dit que toi, vu que tu es à Rufisque, donc tu vas aller le faire au niveau du centre fiscal de Rufisque. Arrivé là-bas, le directeur du centre qui doit me donner des informations, quand je parlais avec lui, en fait, c'est comme si, il n'avait pas d'informations à me donner. Et donc, du coup, je suis allée faire des recherches et autres. Et maintenant, les recherches que j'avais faites, je suis allée à son bureau et je lui ai posé les questions, question par question. Et normalement, qu'à l'accueil, on pouvait, par exemple, me dire, tu dois avoir ce papier, tu dois payer tant, pourtant. Mais c'est leur compétence à faire passer l'information. Malheureusement, ils ne le font pas et c'est très, je vais dire, désolant quand même pour la population. Tout à fait. C'est un peu ça, en fait. En fin de compte, ce sont des mesures qui sont là, mais qui se pratiquent pas. Tout à l'heure, quand je parlais d'exonération sur 3 ans et consorts, c'est parce que sur le terrain, ça ne se sent pas, en fait. Vous pouvez avoir tous les papiers nécessaires, mais aujourd'hui, si les gens des impôts au domaine, ou bien associés aussi ceux de la mairie, passent au niveau de ton local, ils vont te demander où est ton, est-ce que tu as eu à payer, tes impôts ou pas. Il faut leur montrer quelque chose qui prouve que, voilà, tu t'es acquitté de ce devoir-là. Donc voilà, je disais tout à l'heure que, au-delà, en fait, de l'enregistrement, de la déclaration de démarrage de l'entreprise, il y a aussi, en fait, pour qu'on puisse dire que l'entreprise est formalisée, il faut que l'entreprise puisse avoir un système comptable.
Ça aussi, c'est bien c'est bon à savoir. Il y a aussi d'autres aspects. Par exemple, quand tu évolues dans des secteurs donnés, tu es dans l'obligation d'avoir soit une autorisation d'exercer sur ce domaine-là. Des licences. Voilà, des licences parfois. Donc tout ça, ça fait partie de la formalisation. Raison pour laquelle souvent on dit que la formalisation, en fait, n'a pas carrément une fin. Carrément, mais c'est continu. C'est un aspect voilà qui est continu parce que à chaque fois, il faut voir si les textes régissant en fait ton secteur ont évolué ou pas. Et à chaque fois, s'il y a évolution des textes et lois du secteur, il faut forcément que l'entreprise se conforme par rapport à ces textes-là pour qu'on puisse dire que l'entreprise est formalisée en fait à 100%. Voilà. Donc pour revenir maintenant à la question sur nos mamans qui font leur petit commerce, c'est de l'entrepreneuriat, mais je dirais que c'est de l'entrepreneuriat social puisque en réalité leur finalité n'est pas vraiment de mettre en place voilà, n'est pas de mettre en place vraiment une grande entreprise, mais plutôt c'est une activité de subsistance. Comment aujourd'hui elles peuvent en tout cas assurer la survie de leur famille. Donc, mais par contre, je pense que peut-être il y a lieu de les organiser sous forme de groupement, sous forme des GIE, de coopératives, puisque en fait la combinaison de leurs efforts puisse vraiment avoir un impact beaucoup plus important au niveau de leur famille, mais aussi au niveau de leur localité. Souvent, je prends l'exemple. Moi, je suis pas très d'accord. Pas très d'accord, mais je suis pas très convaincu de l'impact des coopératives. Depuis pratiquement les indépendances, on parle de coopératives. Au Sénégal, de l'or à large, de l'est à l'ouest, tu peux pas en fait me citer 10 coopératives depuis les indépendances aujourd'hui qui ont en tout cas un impact considérable dans leur localité. En tout cas, moi, la seule coopérative que je connais, c'est celle qui se trouve à Niakhar, dénommée Djambougum. Très sincèrement, c'est une coopérative qui m'a vraiment, et c'est la seule d'ailleurs que j'ai eu à rencontrer, qui m'a vraiment séduit en termes d'organisation, qui sont dans plusieurs choses, dans l'agriculture vivrière. Ils ont réussi à mettre en place des boulangers, des magasins de stockage. Et puis, ils sont tellement organisés que quand tu les visites, ils te font une projection, Ils te font une projection, voilà, de leur organisation, leurs ambitions, etc. Pour moi, c'est un peu ça. Mais par contre, voilà, ces femmes-là, on peut vraiment les organiser, voilà, autour d'un fonds revolving pour que, en fait, pour booster leurs activités et puis augmenter un peu l'impact de leurs activités dans leur famille et dans leur société. D'accord. Donc, on peut dire tout simplement que l'État doit remettre en place des programmes qui seront adaptés à chaque couche de population. Et par là aussi, j'aimerais dire qu'il y avait la ministre Assom Diatta, qui, en Casamance, avait eu à regrouper des femmes et on avait créé un GIE. Et après, elle avait pris ces femmes et les avait amenées à une foire en France et ça avait vraiment réussi. Donc, ces femmes, ce qu'elles étaient en train de faire, elles étaient comme par exemple le fameux tchakri que l'on voit et autres. Elles le prenaient et elles le mélangeaient avec des fruits typiques de la Casamance. Par exemple, la mangue, elle faisait par exemple du tchakri à la mangue et autres. Donc, il y avait beaucoup de diversité qui était là-bas et elle, quand même, elle avait réussi. Et j'espère que voilà, le nouveau gouvernement en place réussira à faire cela. Donc voilà, je rappelle encore le thème, la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes. Et là, on va un tout petit peu réveiller Seydina pour qu'il puisse se préparer au mieux pour la prochaine rubrique. Seydina, juste un petit aperçu, un petit avis sur l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Comment est-ce que tu le vois et comment, si tu as des amis entrepreneurs, comment est-ce qu'ils le vivent?
Merci Mayen pour la question. Pour cette tentative aussi de me réveiller. L'entrepreneuriat au Sénégal, il faut dire que nous avons noté une certaine évolution par rapport aux dernières années. Parce qu'aujourd'hui, quand même, de plus en plus dans les plateaux de télé, dans les politiques publiques des gouvernements, avec les ONG, on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat. Et je crois que c'est important. Maintenant, Maïssa, il a brossé dans son propos. Vous savez, il y a la société sénégalaise dans la manière dont elle est constituée n'est pas toujours favorable à l'entrepreneuriat. Quand un jeune se lance dans l'entrepreneuriat, ce jeune-là, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin qu'on lui fasse comprendre que l'audace qu'il a, c'est très important et c'est ce qui fait développer aujourd'hui l'entrepreneuriat. Je prends toujours l'exemple de ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le monde de façon générale. Ce sont des gens qui ont fait des choses qu'on ne pensait pas normales. C'est ça l'entrepreneuriat. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Souvent, ce que tout le monde fait, ça peut être bon, mais pas assez bon. Pas assez bon. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y a un problème qui est là, dans notre communauté, dans notre quartier, dans notre environnement proche, et qu'on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Et donc, il va falloir que ces jeunes-là aient les épaules assez larges pour pouvoir percer dans l'entrepreneuriat. Mais il faudrait aussi que nos gouvernements aident de plus en plus les jeunes. Le problème de financement, c'est un problème réel dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes Sénégalais qu'on montre dans différents plateaux de télé, ils ont des idées assez innovatrices. Ils sont intelligents. Ils ont l'intelligence créatrice. Malheureusement, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour mettre en place ces idées-là de leur projet. Il faudrait qu'on les aide davantage. Mais le plus important pour moi est que ces jeunes-là arrivent à comprendre qu'il faut en tout cas se départir de certains préjugés s'ils veulent réussir. Différencier entrepreneuriat et business. Parce que ça, c'est très important. Quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on doit être prêt à se salir les mains. C'est parce qu'on doit être prêt à se décarcasser. C'est parce qu'on doit être prêt à ne dormir que 2 heures de temps sur les 24 heures. C'est ça faire de l'entrepreneuriat. C'est pas une chose facile. C'est pas facile. On ne peut pas faire de l'entrepreneuriat en se pensant que oui, moi je suis entrepreneur et je suis comparable à celui-là qui a trouvé un boulot quelque part, qui vient travailler, qui reste là dans son bureau, voilà, faire quelques clics-clacs et puis non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Et je suis très content quand j'ai vu, c'est une Sénégalaise d'ailleurs qui a réussi dans l'entrepreneuriat, j'ai oublié son nom, mais dans un plateau télé, il disait aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs que l'entrepreneuriat c'est pas la télé. L'entrepreneuriat, c'est pas les réseaux sociaux. Bien vrai que c'est important que dans notre business, de se servir des réseaux sociaux pour aujourd'hui faire la promotion de notre business. Ça, c'est important. Mais on peut pas, aujourd'hui au Sénégal, on dirait que c'est de la vogue. Vous voyez des gens qui se disent entrepreneurs, qui du jour au lendemain, chaque jour, ils se mettent dans les réseaux sociaux. Oui, moi, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que tu as encore fait? Rien. Elle disait, cette femme formidable, que ceux qui réussissent vraiment dans l'entrepreneuriat, elles n'ont pas assez de temps, les personnes. Donc, elles n'ont pas assez de temps pour les réseaux sociaux. Souvent, c'est les gens qui confient, en tout cas, leur gestion de leur page à d'autres personnes. Et ça, c'est important. Il faudrait que les gens le sachent, qu'on revienne je sais pas dire à l'orthodoxie, mais qu'on revienne sur terre. Pour moi, ça c'est très important. Et surtout aussi que nos gouvernements essayent d'accompagner. Il y a déjà de l'accompagnement, mais cet accompagnement n'est jamais trop
j'allais dire, suffisant. Donc, il faudra toujours accompagner les jeunes. Il faut qu'ils aillent chez les incubateurs parce que vous avez beau avoir un projet, mais souvent, vous l'avez brossé dans vos propos, Maïssa, il y a un principal problème qui se pose. Est-ce que l'idée de notre projet, aussi pertinent soit-il, est adéquat avec mon environnement? Tout à fait. Ça, c'est important. Exact. Je ne veux pas être dans un village, par exemple, où les gens détestent, par exemple, la viande et toi, tu veux à l'élevage. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut être intelligent aussi à un moment donné. Exact. Beaucoup de gens échouent dans leur business, dans leur tentative de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire à l'étude de leur projet, le temps nécessaire pour demander tout. Quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une capacité d'écoute importante, extraordinaire. Il faut aussi toujours se former davantage, la formation. Il faut se former et toujours se former. C'est la base. Parce que quand on est entrepreneur, on est polyvalent normalement. On est polyvalent, donc il faut se former, toujours se former. Et moi, je suis très, très, très content en tout cas de votre passage ici sur Radio École et de vos propos qui sont vraiment intéressants et à qui je pense que ces jeunes entrepreneurs-là qui vous écoutent, non seulement viendront chez vous pour plus de formation, pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce que vous faites, mais aussi que cela puisse leur aider, en tout cas, à lancer leur business et à aussi être aussi performant que vous, ou aussi performant que d'autres entrepreneurs. Que tout le monde peut réussir. Il suffit juste d'y mettre un peu du sien et ça va aller. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à Seydina pour sa brillante opinion. Alors, j'espère que vous l'avez bien entendu. Faire de l'entrepreneuriat, c'est pas être ici, s'initier chaque jour, de poster des jours et tout. Et voilà, de faire valoir sa personne. Certes, c'est bien d'avoir de la visibilité et tout ça, mais il ne faut pas se détourner de son objectif. Et aujourd'hui, je pense que vous l'aviez compris avec le thème la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes. Nous avions eu Maïssa Touré, qui est le coordonnateur du LABIS, le laboratoire d'innovation sociale, et en même temps ingénieur en planification économique et gestion des organisations, et aussi agronome de formation. Alors, agroéconomiste. Agroéconomiste, d'accord. Alors, le laboratoire d'innovation sociale est là pour non seulement promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, les aider à s'insérer dans le domaine professionnel, et aussi à les inciter à l'engagement citoyen à travers des programmes sur mesure avec des formations et tout pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, mais aussi les inciter à mener des activités dans leur propre commune, et aussi ils organisent des rendez-vous entrepreneurs, notamment le Cool Barna, je pense bien, qui est là chaque mois, et aussi des formations récurrentes qui sont là pour les jeunes, et de dire aussi que le LABIS est à l'écoute des jeunes, donc n'hésitez pas à y aller. Et les formations qui sont le plus données sont sur le domaine du numérique, le leadership, la prise de parole, l'aviculture, l'agroécologie, et de dire aussi que les vrais enjeux, les défis de l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est vraiment l'accès au financement. Mais si on pense aussi aux facteurs d'échec, c'est l'entourage. Le fait que, par exemple, nos parents ne nous encouragent pas à ce que nous faisions. Et comme Céline l'a dit, quand on commence l'entrepreneuriat, on commence à appliquer l'audace. Et comme l'a dit Victor Hugo dans Les Misérables, osez car le progrès est à ce prix. Alors, Maïs, merci quand même d'avoir débattu avec nous sur ce thème. Mais juste avant de clore la rubrique, j'aimerais avoir juste une toute petite opinion, vu que vous êtes aussi agroéconomiste, dans le domaine de l'agriculture. Comment est-ce que les jeunes font vraiment pour se démarrer, par exemple, sans obtenir de financement? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à joindre les deux bouts s'ils veulent mettre en place, par exemple, un projet de maraîchage? Je sais pas si la question est assez claire à mon niveau. Dans le milieu entrepreneurial, pour les personnes qui veulent s'activer côté entrepreneuriat, mais dans le domaine agriculture, est-ce qu'elles ont beaucoup plus de difficultés que les autres personnes, par exemple, qui donnent des services ou qui vendent des produits?
ou est-ce qu'elle doit forcément avoir un financement pour pouvoir commencer à récolter leurs terres? Oui, concernant par exemple le maraîchage, l'agriculture au sens restreint du terme, puisque quand on parle de l'agriculture au sens large, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut l'élevage, ça inclut la pêche. Donc, au sens restreint quand même du terme, ça veut dire que la culture vivrière, soit le maraîchage, etc. Le défi en tout cas majeur à ce niveau-là, c'est l'accès à la terre. Parce que sans terre, on peut pas cultiver. Peut-être sauf si on veut faire de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire que l'agriculture à table, l'agriculture à l'étage. Voilà, il y a pas mal aujourd'hui de technologies qui sont vraiment avancées dans l'agriculture, qui peuvent maintenant nous permettre de cultiver, d'avoir un potager dans nos maisons en ville, sans problème. Mais sauf que après, ce qui va causer problème, c'est la rentabilité, puisque tu n'as pas assez d'espace pour pouvoir rentabiliser en fait ton activité. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est la seule difficulté en fait qui est un peu endogène par rapport à l'agriculture. Et sinon après, voilà, ils partagent les mêmes autres difficultés, l'accès au financement, voilà, la formalisation, manque de formation, etc. Donc c'est pratiquement les mêmes en dehors du facteur terre. D'accord. Alors, merci d'avoir débattu avec nous sur ce thème, la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes. Maïs, qu'est-ce que vous aviez à dire avant de pouvoir clore la rubrique à ces jeunes qui nous regardent et voilà, de leur laisser un petit message? Bon, peut-être comme conseil peut-être à donner aux jeunes que nous accompagnons, c'est déjà de leur conseiller de rester engagé et constant dans l'action. On le dit souvent, il faut vraiment de l'engagement pour commencer, mais également il faut de la constance dans l'action pour terminer. Il faut aussi que les jeunes soient passionnés sur leur projet, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de grand qui se réalise sans vraiment de la passion. Donc il est important aussi que les jeunes s'arment de ça, de la patience également. Ça, il est important puisque on le sait tous, les grands entrepreneurs ont commencé par de petites choses et ils ont réussi après des années à mettre en place de grandes entreprises. Aujourd'hui, l'exemple le plus patent au Sénégal, on peut parler de Sedima. Oui. Ouais, donc en écoutant le parcours de Babacar Ngom, on sait qu'il a fait du chemin avant d'arriver. Il a été très patient pour arriver aujourd'hui au niveau où il est. Peut-être aussi un conseil que je donne aussi aux jeunes entrepreneurs, c'est que dans leur aventure entrepreneuriale, qu'ils fassent tout pour s'accompagner d'un mentor. Le mentorat est très important. Un mentor ne signifie pas être un conseiller ou consort, en fait, un conseiller en entrepreneuriat pour devenir mentor, mais plutôt à quelqu'un qui a déjà fait du chemin, qui a déjà de l'expérience dans le domaine dont il évolue. L'importance d'avoir le mentor est qu'il peut t'éviter, en fait, de tomber dans les mêmes difficultés, les mêmes échecs, voilà, qu'il a eu à subir dans son parcours, voilà, entrepreneurial. Donc, ce sont ces conseils-là que j'avais à partager ou bien à prodiguer aux jeunes. À part ça, vous remercier de l'invitation parce que c'est une opportunité vraiment importante aujourd'hui de pouvoir parler du Labis, de pouvoir parler de nos missions, de nos activités, mais aussi de faire des plaidoyers auprès, voilà, de nos autorités à travers cette antenne. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à Seydina pour l'accompagnement sur ce thème. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçus sur le plateau. Et en parlant du Labis, moi-même, j'ai été bénéficiaire du programme. J'ai été financée face à un concours Rédiger son business plan en 48 heures. C'est là où j'ai connu l'importance d'avoir comme document un business plan pour un entrepreneur, où j'ai eu des contacts et que pas mal de mes représentants sont issus du Labis. Donc, c'est un fait réel. Ils sont là pour accompagner les jeunes, pas forcément financièrement tout le temps, mais techniquement, et ils vous apprennent pas mal de choses qui feront en sorte que vous allez entrer
facilement dans votre domaine professionnel, mais aussi d'avoir des mentors, comme il l'a dit, des personnes qui vont vous conseiller et vous guider pour que vous n'ayez pas à revivre les mêmes échecs, parce que ce n'est pas intéressant qu'il y ait d'abord des personnes dans ça et que vous revivrez les mêmes échecs. Alors, nous sommes à la fin de notre rubrique entrepreneuriat, la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes, avec lequel nous avions eu comme invité du jour Maïs Touré, qui est le coordonnateur du LABIS, laboratoire d'innovation sociale, agroéconomiste et aussi ingénieur en planification et gestion des organisations, et également avec notre chroniqueur du jour, Seydina Omarignan, qui ne va pas nous quitter tout de même tous les deux pour parler sur la rubrique hygiène de vie, l'importance du sommeil sur la santé. Et ça, je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes. Alors, ne nous quittez pas et restez sur l'antenne de la 106.1. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À vous rappeler que vous êtes toujours sur la 106.1 et maintenant démarrage sur la rubrique hygiène de vie, sur laquelle nous avions parlé de l'importance du sommeil sur la santé, et nous aurons notre chroniqueur du jour, Seydina Omarignan. Alors, le téléphone portable est partout, vous vous en êtes sûrement rendu compte, et pour cause, il y en a certainement un tout près de vous, voire même dans votre main à cet instant. Il fait désormais partie intégrante de la vie de bon nombre d'entre nous, technologie très pratique au quotidien, que cela soit pour les besoins personnels ou le travail. Il nous accompagne toute la journée et va même jusqu'à s'inviter dans la chambre pour y passer une douce nuit en notre compagnie et y dormir tranquillement. Mais pour nous, qu'en est-il de la qualité de notre sommeil avec ce lumineux compagnon à portée de main? Si ce petit bijou de progrès est de plus en plus présent dans nos vies, on peut néanmoins se demander quel est son impact sur notre santé. Et nous saurons cela aujourd'hui avec notre chroniqueur du jour, Seydina Omarignan, qui va nous parler de l'importance du sommeil sur la santé. Rebonjour Seydina. Bonjour Mayang et bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, l'importance du sommeil sur notre santé. Aujourd'hui, on voit que avec l'utilisation du téléphone portable pour pouvoir combler sa solitude et tout, beaucoup de jeunes, ils sont, que ce soit les jeunes ou même les adultes, ils sont jusqu'à tard dans la nuit, ce qui fait que voilà, nous ne dormons pas correctement, et nous aimerions bien savoir comment est-ce que le sommeil peut-il influencer notre santé mentale. Merci Mbayang. D'abord, le téléphone portable, il est au banc des accusés. Partout, que ça soit dans nos vies de couple, que ça soit dans nos relations avec nos parents, que ça soit dans notre relation intime quand nous voulons aussi dormir. Décidément, le téléphone portable ne nous laisse pas indifférents. Alors c'est vrai, qui d'entre nous, puisque aujourd'hui personne d'entre nous ne dort pas presque la nuit, et qui d'entre nous ne reste pas de nuit d'affilée sans lire sur ses statuts insomnie? Sommeil, où es-tu? L'on se rendrait aisément compte que le trouble de sommeil, le trouble du sommeil, est un phénomène qui est en train d'avoir de l'ampleur dans notre vie au quotidien. Et qu'est-ce que le trouble du sommeil? Et déjà, le trouble du sommeil, on en parle quand il y a un déficit quant à la qualité et la durée du sommeil. On est tombé d'accord avec les médecins et les scientifiques que l'être humain a besoin de dormir 8 heures de temps par jour pour que son organisme puisse être fonctionnel. 8 heures de temps de jour, en tout cas personnellement, je ne sais pas depuis quand je n'ai dormi ces 8 heures de temps par jour. Et donc, comment le sommeil peut-il influencer notre santé mentale? Vous savez, en ne dormant pas assez, le niveau d'adrénaline et de cortisol, ce sont ces hormones-là du stress, ça devient beaucoup plus important, et notre humeur varie, et le risque de troubles dépressifs aussi augmente. Moi, j'en ai un exemple. Chez moi, avec mon petit frère, qui à chaque fois qu'il ne dort pas assez, je le sais,
Quand il se lève, il y a toujours des querelles entre lui et moi pour le début de la matinée. Il est de mauvaise humeur. Il est de mauvaise humeur. Et quand je fais quelques recherches sur le trouble du sommeil, je me suis rendu compte que ça peut être un des facteurs qui sont à l'origine de cela. Et vous aussi qui nous écoutez sur la 106.1, qui nous regardez à travers la télé, faites-en l'expérience chez vous. Il y a des gens qui ne se réveillent jamais avec la bonne humeur. Et il y a des gens qui, quand ils se réveillent aussi, voilà, ils ont l'air fatigués, et d'autres ils pensent qu'ils n'ont pas assez dormi. Donc ce sont tous là des facteurs en tout cas du trouble du sommeil. Il faut savoir aussi que notre corps a besoin du sommeil comme il a besoin d'être bien alimenté, comme il a besoin de pratiquer du sport, comme il a besoin de bien s'alimenter. Ça c'est important. Je crois que dans notre vie au quotidien, nous reléguons le sommeil au second plan. Pour bien d'entre nous, il ne faut dormir que quand nous sentons la fatigue. Il ne faut dormir que quand il est minuit. Il ne faut dormir que quand il est 1h du temps. Or, le sommeil a un cycle bien précis qu'il essaie de respecter pour le bien-être de notre corps. Ainsi, quel que soit notre âge, quelle que soit notre qualité, un sommeil d'une durée et d'une qualité adéquate améliore l'attention, le comportement et la mémoire. Les étudiants, les élèves, ils le savent. Aujourd'hui, quand vous apprenez déjà votre leçon et que tout de suite après vous avez dormi, quand vous vous réveillez, vous sentez nettement que, voilà, tout ce que vous avez appris vous revient comme si vous avez appris pendant 10 ans. Or, quand vous apprenez et que tout de suite vous ne vous couchez pas, vous allez faire du sport, vous allez faire autre chose. Vous fassiez même une nuit blanche. Une nuit blanche. Quand vous revenez, vous avez l'impression que vous n'avez rien appris. Quoi que vous avez appris 10 jours d'affilée votre leçon. Et donc, c'est ça, c'est le trouble du sommeil qui fait ça. Et il essaie d'y prendre des mesures adéquates. Et on voit même à l'université que les étudiants, pour lutter contre le sommeil, ont tendance à boire du café avec du citron pour ne pas fermer l'œil de la nuit. Mais aussi, pour l'importance du sommeil, on voit que depuis petit, quand on est bébé, on dit tout le temps que si le bébé, il veut dormir, il faut le laisser dormir et ne pas le déranger, parce que ça l'aide aussi à pouvoir renforcer son système immunitaire et à bien pouvoir faire générer ses cellules surtout. Et le manque de sommeil est très 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 remarqué chez les enfants. Quand les enfants ne dorment pas assez, ça se voit immédiatement. Le matin, vous voyez comme s'ils avaient des poches ou des rides, où ils sont là, ils ne mangent pas parfois à leur faim, ça dépend. Ou arrivés en classe, ils s'endorment. Par rapport aux adultes qui, eux, peuvent même ne pas dormir pendant 1 à 2 jours d'affilée, mais dès que ça commence à être récurrent quand même, il y a la fatigue qui est en train de se voir. Alors, comment le sommeil peut-il influencer notre santé mentale? Vous l'avez dit, il y a déjà les troubles de l'humeur qui est en train de changer. Et aussi, il y a le risque de dépression qui est là. Alors, maintenant, on aimerait bien savoir pourquoi le sommeil est-il si important sur la santé? Le sommeil, il est important pour la santé, parce que quand même, il faut savoir que pendant le sommeil, il y a plusieurs stades, plusieurs cycles, plusieurs choses qui se passent dans notre organisme de façon inconsciente. C'est-à-dire que la personne qui dort n'en est pas consciente. Aujourd'hui, quand nous dormons, mais notre métabolisme s'améliore. Aujourd'hui, le sommeil paradoxal, par exemple, aujourd'hui, quand on atteint ce sommeil paradoxal, il faut expliquer aussi que quand nous avons le trouble du sommeil, alors on ne peut pas aspirer à ce sommeil paradoxal. Tout à fait. Alors que ce sommeil paradoxal nous permet, en tout cas, de bien récupérer. Nous permet aujourd'hui ça permet d'être bien réceptif, d'être très attentionné. Ça permet surtout à notre mémoire, mais de se refaire, de se parfaire, voilà, de bien captiver les informations. Ça, c'est très important. Quand nous atteignons ce sommeil paradoxal et qu'on se lève à 6h, 7h du matin, nous avons l'impression d'avoir dormi 2 jours, tellement on se sent bien dans notre peau. Ça, c'est très important. Par contre, si nous
sommes atteints du trouble du sommeil, on ne peut pas atteindre ce sommeil paradoxal. Et donc, on se lève le matin avec la sensation d'avoir des jambes trop lourdes. On se lève le matin avec la sensation d'être très fatigué. Donc ça, c'est pas du tout important. Vous savez que le métabolisme que nos cellules régénèrent, ça stimule la sécrétion d'hormones de croissance, ainsi que ça transforme le gras en muscle. Et ça, ceux qui font du sport le savent. Ceux qui font, par exemple, ceux qui pratiquent la musculation, quand vous allez en salle de musculation, vous demandez, vous poser des questions à votre coach, mais la première des choses qu'il va vous dire, c'est quoi? Il faut bien s'alimenter, il faut bien récupérer. Il faut bien s'alimenter, il faut bien récupérer. Et déjà, on vous donne des médicaments à prendre qui vous aident aujourd'hui à dormir paisiblement. Et ça, c'est très important, tout cela, pour montrer que le sommeil, ça doit pas être une chose qui se fait de façon accidentelle. On doit pas le faire parce qu'on a envie de le faire. On doit le faire parce que nous devons le faire, parce que ça nous permet de vivre, ça nous permet de rester en bonne santé. Et si vous êtes entrepreneur, ça nous permet de bien faire notre travail. Tout à fait. Parce qu'un entrepreneur, puisque c'était le premier thème, un entrepreneur qui ne dort pas assez, et un entrepreneur ne doit pas trop aussi dormir, mais qui ne dort pas assez, il ne pourra pas se faire une très belle journée de travail, n'est-ce pas? Donc, il faut dormir. D'accord. Alors, il est très important de dormir comme il faut. Et si, pour mieux sensibiliser les gens, si nous pouvions connaître les conséquences du manque de sommeil. Les conséquences du manque de sommeil, les conséquences sont multiples. Aujourd'hui, le manque du sommeil favorise la prise de poids. Et quand on le dit, certaines personnes se demandent comment est-ce possible. Ouais, surtout. Comment est-ce possible? Parce que il y a une corrélation entre le manque de sommeil et l'alimentation. Quand nous manquons de sommeil, notre cycle d'alimentation aussi se trouve perturbé. Et quand notre alimentation se perturbe, aujourd'hui, on va se mettre à prendre beaucoup plus de sucre. Notre alimentation ne sera pas équilibrée. Par exemple, quelqu'un qui doit se lever à 6h, 7h du matin, on dit qu'il y a 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, vous prenez le petit déjeuner normalement à partir de 6h30 jusqu'à 10h. Et la personne qui se réveille à midi. Et la personne qui se réveille à 13h. Et il y a des personnes, ils se lèvent à 13h, ils se disent, bon, je vais prendre le petit déjeuner, après je vais prendre le déjeuner. Ah, il est gourmand. Déjà, notre alimentation commence à poser problème, parce qu'une alimentation saine, c'est aussi une alimentation équilibrée, savoir distancer les périodes où on mange. Ça, c'est important. Donc, ne pas dormir comme il le faut peut perturber notre cycle aussi d'alimentation, et cela va nous amener à prendre beaucoup plus de sucre. Quand nous prenons beaucoup plus de sucre, mais les conséquences sont là. Premièrement, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les maladies cardiovasculaires qui sont là. Donc, ce sont des conséquences du manque de sommeil. Et aussi, d'autres conséquences du trouble du sommeil. Il y a des personnes qui, pendant la nuit, ils font des arrêts répétitifs. C'est-à-dire qu'une personne peut dormir, peut se coucher à 1h du matin, se réveiller à 2h du matin, avoir des problèmes pour se rendormir, dormir encore à 2h du matin, et tout de suite encore se réveiller à 2h30. Donc, ça, c'est pas du tout bon. Et c'est ce qui fait aussi que quand on se réveille, on a l'impression que nous avons dormi seulement que 30 minutes. Or, depuis 22h ou depuis 1h du matin, nous sommes sous notre lit. Donc, ce sont pas toutes les conséquences du trouble du sommeil, mais quand même, ce sont quelques conséquences du trouble du sommeil. Et surtout la dépression. Et là, je vais un tout petit peu intervenir sur les conséquences du manque de sommeil et sur le cas de l'obésité, parce que moi, avant, je me disais que plus on dormait, plus on grossissait, alors que ce n'était pas ça. Alors, il y a une étude suisse qui a montré qui ont eu à faire une expérience sur des personnes de 27 à 40 ans, et ces sujets qui dormaient 6 heures au moins de 6 heures,
vous voyez leur indice de masse corporelle augmenter par rapport à ceux qui dormaient 7 heures sur une période de 10 ans. Donc déjà, ça justifie le cas. Et aussi le fait que le manque de sommeil déjà, il y a la gréline qui est une hormone qui libère au niveau de l'estomac et qui ouvre l'appétit, qui fait qu'en cas de sommeil perturbé, la gréline sera produite en excès. Et donc là, vous alliez avoir beaucoup plus faim. Et que même si vous n'aviez pas faim, en fait, vous alliez vouloir grignoter quelque chose. Et c'est ce qui fait au fait que quand on voit des personnes circuler la nuit dans la cuisine en train d'aller préparer quelque chose ou manger, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait à manger à cette heure-ci? Alors que c'est à cause des troubles du sommeil. Et voilà, c'est cette gréline après qui nous oriente inconsciemment vers les produits plus caloriques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le diabète qui va venir et tout ça. Donc, lorsque nous passons une nuit plus courte ou de mauvaise qualité que d'habitude, nous sommes davantage attirés par les aliments gras et sucrés. Mais aussi, quand on parle de ce dérèglement, ça justifie aussi pourquoi pendant le mois de Ramadan, on voit des personnes qui grossissent et et les personnes sont là en train de se questionner, en train de dire que voilà, est-ce qu'on est quoi de ça? Donc, ces personnes qui grossissent, c'est certainement avec le dérèglement. Parce qu'avec le mois de Ramadan, si nous voyons, nous couchons à quelle heure? Déjà, les Africains, comme on dit, ventre plein, nègre content. Donc, ils sont là, non rek que ce soit gras. Donc, les gens sont là en train de dire que damay xaar lima dogo won mu rees, comme ça, on peut dem lek si ceeb bi et tout ça. Et d'habitude aussi, on dit que quand on mange du riz, normalement, on doit faire, normalement, la digestion doit se passer pendant 9 heures de temps. Donc, imaginez quelqu'un qui mange son riz à 1h, 2h du matin et ne termine pas, va se dire qu'il va se lever au rud pour encore manger. Est-ce que vous voyez? Donc là, on voit vraiment que l'hormone de la gréline est carrément à son stade maximum. Voilà, les personnes qui ne dorment carrément. Il y a même des personnes qui restent les yeux ouverts jusqu'à 5 heures du matin. Ils mangent une bonne fois et après ils se recouchent. Du coup, il y a tout un tas de conséquences qui peuvent survenir et impacter surtout notre santé mentale. Il y a aussi le problème de la concentration de la mémoire. Oui. Parce que quand vous ne dormez pas assez, vous avez du mal à vous concentrer. Aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves, certains professeurs, d'ailleurs en classe, moi je me rappelais, il y a certains de mes professeurs qui regardaient des élèves qui leur disaient que vous n'avez pas dormi la nuit. Parce qu'ils sentaient nullement que cet élève-là, tel ou tel étudiant n'arrive pas à se concentrer. Et donc, ce qui est la cause de tout cela, c'est le manque de sommeil. Mais il y a aussi la diminution de la vigilance. Quand vous avez le trouble du sommeil, vous n'êtes pas très vigilant. Ce qui fait que quand vous feuilletez, que vous lisez vos leçons, et ça, c'est une corrélation directe avec le manque de concentration de votre mémoire. Donc, quand vous lisez, à la place de le, vous lisez là, L apostrophe, vous lisez là, vous avancez. Donc, vous n'êtes pas très vigilant. Et ce qui fait aussi qu'on demande aux gens de ne pas conduire s'ils n'ont pas assez dormi. Parce que s'il y a toujours cette vigilance qui va faire défaut et qui fait que quand il y a un accident, peut-être pas chez nous, mais en France, par exemple, quand il y a un accident, tout de suite, ce qu'on fait, on va faire un test pour voir si le conducteur n'avait pas bu d'alcool, et on va essayer de voir deuxièmement s'il a assez dormi. Et donc ça, c'est important. Donc, il faudrait que les gens dorment. Il y a aussi la fragilité émotionnelle. Et ça, ce sont toutes des conséquences du trouble du sommeil, qui essaie aussi de prendre des mesures en régulant notre cycle du sommeil. D'accord. Alors, pour autres conséquences ou impacts sur notre santé mentale, les téléphones portables et le manque de sommeil, ça tout le monde le sait. Donc, avec les téléphones portables, en fait, il y a une onde qu'elles émettent, une lumière qu'on appelle lumière bleue. Donc, il y a une étude de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui nous révèle que l'effet de la lumière bleue sur l'horloge biologique dépend de son spectre et sera d'autant plus important qu'il sera riche en longueur d'onde bleue. Et donc là, quel est le problème? C'est que ces lumières qui sont issues des téléphones portables sont celles que nos yeux filtrent le moins. Donc, à part l'impact sur notre santé mentale, nos yeux aussi en souffrent.
Et donc, le fait d'être exposé tout le temps, ça va amener des troubles du sommeil, ça va amener des perturbations du système circadien, le rythme biologique du corps. En effet, les photorécepteurs de nos yeux perçoivent cette lumière bleue comme un excitant, envoyant alors à notre horloge biologique un message éveillant. Et donc, si vous faites une remarque, je ne sais pas si vous le faites vous, si par exemple vous alliez au lit à 21h et que vous manipulez votre portable, si vous manipulez votre portable, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés automatiquement à dormir. Si par exemple vous avez prévu de dormir à 21h, vous allez au lit à 21h, après vous êtes sur le portable, même si ce n'est que 15 minutes, après vous allez voir que vous allez rester peut-être 1h30 avant de dormir. Et là, ce qui est conseillé, c'est vraiment de déposer son portable 2 heures de temps avant, autrement dit de manipuler, pour ne pas avoir à vivre cela. Et aussi, il y a un mythe qui dit que les téléphones portables émettent des ondes dangereuses et que ce serait quand même dangereux quand même de dormir avec. Sachez que cette même étude aussi a révélé que c'était faux, que certes, il y a des ondes qui sont là, il y a aussi la lumière bleue qui est là, mais que, en fait, il suffit de mettre son portable en mode avion pour que ces ondes cessent. Parce que quand on parle d'ondes, c'est parce qu'il y a une circulation au niveau du téléphone, il y a, on va dire, des trucs magnétiques ou de la circulation de l'information. Autrement dit, c'est parce que le téléphone fonctionne. Donc, il faut le mettre en mode avion avant de faire ça. Et l'autre conseil, de déposer son téléphone 2 heures de temps avant de pouvoir dormir. Et aussi, un autre conseil pour ces lumières bleues qui sont sur le téléphone et ces personnes qui travaillent tout le temps dessus, un conseil, c'est de pouvoir télécharger des applications anti-lumière bleue qui sont disponibles sur Play Store ou App Store et faire en sorte, bien sûr, que vous ne serez pas trop touché et que vous ne serez exposé. Pas atteint de problèmes d'yeux, en tout cas, parce que tout le monde n'aime pas porter des lunettes. Alors, toujours dans le cadre du manque de sommeil et du portable, tout à l'heure, nous étions en train de parler d'entrepreneuriat. Et comme conseil en entrepreneuriat, on avait terminé par dire qu'il ne fallait pas se détourner de son objectif. Et il y a aujourd'hui une application mobile qui est là, un réseau social qui est en train d'hypnotiser les gens, de faire du lavage de cerveau, je veux dire entre guillemets, à longue échelle, qui fait en sorte que quand on est sur son portable, on n'arrive pas à se décrocher de son écran. Et c'est bien sûr le réseau social TikTok qui a été mis en place par les Chinois, nos confrères chinois, en 2016, et qui a vraiment une renommée internationale et qui est utilisé par presque toutes les personnes sur Terre. Alors, on voit que ces personnes qui ont créé TikTok, en Chine, il y a un autre TikTok qui est différent de celui qui est utilisé à l'international, qu'ils appellent Douyin. Donc, Douyin, eux, pour pouvoir se protéger, et comme j'ai dit encore, ils sont en train d'entreprendre, ils veulent se faire de l'argent, mais ils ne veulent pas se détourner de leur objectif, et ils ne veulent pas que ceux qu'ils ont créés soient néfastes pour eux. Donc, ce qu'ils ont mis en place avec Douyin, là-bas, l'utilisation de leur TikTok est très limitée. Par exemple, ici, nous pouvions voir des personnes de 12 ans, 10 ans même maintenant, faire des vidéos et pousser tout le temps. On se demande comment est-ce qu'ils ont fait, ou est-ce que les parents leur surveillent tout ça. En Chine, là-bas, avec leur application TikTok appelée Douyin, ce qu'ils font, ils ont mis un mode de restriction pour les jeunes et faire en sorte que les jeunes allant jusqu'à 14 ans, ils n'auront le droit que d'utiliser TikTok 1 heure par jour, et ça de 6 heures à 22 heures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il est 21 heures chez toi et que d'ici 22 heures, autrement dit, tu dois arrêter. Donc une restriction qui a été mise en avant, que moi j'apprécie beaucoup et que j'aurais aimé que ça se fasse au Sénégal pour pas avoir à vivre tous ces dérapages, mais juste pour faire la similitude avec le thème, de dire que aujourd'hui avec TikTok, c'est un réseau social qui fait en sorte que ce sont des images, ce sont des vidéos qui sont là, et qu'automatiquement quand vous finissez de regarder cette vidéo, il y en a une autre qui vient. Et donc, ce qu'ils font, en fait, avec TikTok, c'est la sécrétion de la dopamine. Ce qui va faire que vous allez être carrément comme si vous étiez hypnotisé, hein, franchement, et que vous n'allez pas vous défaire de votre téléphone. Voilà pourquoi, il y a certains entrepreneurs qui n'aiment pas trop télécharger, mais de dire aussi que l'utilisation des réseaux sociaux doit être limitée si on veut avoir une santé mentale.
Et par rapport à ça, Célina, si tu as quelque chose à y ajouter. Effectivement, vous savez, ça a été très intelligent aujourd'hui de mettre en place une application. Et on sait que cette application peut nuire. On cherche des canaux pour faire de telle sorte que cette application nuit moins à nos enfants qu'à d'autrui. Aujourd'hui, par exemple, les grands de la Silicon Valley, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'industrie Google, etc., mais ces gens-là, leurs enfants, ils n'utilisent pas la technologie qu'ils ont eux-mêmes créée. Parce qu'ils savent les dangers qu'il y a dans ces technologies-là. Aujourd'hui, quand un journaliste de la CNN, je crois, avait posé cette question à une autorité chinoise, lui demandant pourquoi aujourd'hui les enfants chinois ne peuvent pas se connecter plus de 40 minutes par jour sur TikTok, alors qu'à l'international, les gens peuvent regarder les vidéos à longueur de journée. Vous savez la réponse anecdotique qu'il lui a donnée? Parce que ces enfants-là, c'est notre avenir. Et là, il y a carrément une remise de questions pour tous les États. Effectivement, c'est notre avenir. Donc, on ne peut pas laisser notre avenir entre les mains d'une machine, entre les mains des robots. C'est impossible. Aujourd'hui, prenez des enfants, faites la comparaison entre 10 enfants chinois, 10 enfants sénégalais, 10 enfants français, 10 enfants américains. Aujourd'hui, vous prenez, mais dans l'opinion publique américaine, pour eux, mais dans 25 ans, dans 50 ans, mais il n'y aura plus rien aux États-Unis. Parce que pour eux, les enfants aux États-Unis, ils ont tous né pour devenir des stars. Et quand on parle des stars, c'est plus des stars pas des militaires, pas dans la diplomatie, non, des stars, ça veut dire des chanteurs, des rappeurs, de NBA, etc. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont été les premiers à faire une pétition. C'était pas une pétition, mais c'était les premiers qui ont écrit à ce que TikTok soit supprimé carrément aux États-Unis, dans les plateformes et partout ailleurs. Parce qu'ils savent les dangers qu'il y a autour de TikTok. Aujourd'hui, au-delà de TikTok, le téléphone portable, parce que le trouble du sommeil existait avant TikTok. Ça existait avant TikTok. Et que l'éducation que nous avons reçue et que nous continuons de recevoir avec la technologie, avec les nouvelles technologies à moyens de communication, est-ce que notre société a été préparée à faire face surtout à ce renouveau du 21e siècle? Aujourd'hui, vous l'avez dit, 15 minutes devant votre téléphone, c'est 2 heures de temps après ou 3 heures de temps après que vous allez dormir. Mais on le sait, nous en sommes conscients. Mais nous le faisons encore et toujours. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes sur nos téléphones portables. Si c'est pas le téléphone portable, c'est la télévision. Si c'est pas la télévision, c'est l'ordinateur. Donc, nous sommes interconnectés de façon permanente avec les écrans. Et il faudrait qu'on essaye d'y repenser, qu'on essaye d'y trouver des solutions. Les solutions qu'il faut préconiser, c'est, pour moi, la première des choses, c'est l'éducation. C'est l'éducation, parce que l'enfant ne donne que l'éducation qu'elle a reçue. Et donc, nous n'avons pas été préparés. Ça a été un retard, mais un retard qu'il faut aujourd'hui rattraper. Et nous pouvons le rattraper, il faut le faire. Aujourd'hui, il faut dormir assez pour pouvoir être, j'allais dire, fonctionnel à 100%. Si aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, imaginons dans la maison, vous avez 7 enfants, et qu'aujourd'hui, sur les 7 enfants, les 6 ne dorment qu'après 1 heure du matin, et que ces enfants-là doivent se réveiller le matin pour aller à l'école. Et ce cycle-là se revient de façon permanente. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, c'est comme ça. Ah, mais les résultats sont là à l'école, dans l'école publique aujourd'hui. Est-ce que les enfants font des résultats? À l'université, est-ce que les étudiants font des résultats? Ça pose énormément de problèmes. Donc, il faudrait revenir sur ça et prendre des mesures strictes. D'accord. Merci en tout cas pour votre avis sur le sujet. Alors, nous allons revenir un petit peu avec Maïssa
qui va nous dire son aperçu sur le sujet. Comment est-ce que vous voyez le manque du sommeil voilà, dans votre entourage et comment est-ce que c'est vécu par certains? Naturellement, nous qui sommes des acteurs de développement qui passent des fois des nuits blanches sur nos ordinateurs, on sait de quoi, voilà, quelles sont les conséquences qui nous attendent si on passe en fait une nuit blanche. Je pense que ces conséquences-là ont été bien soulignées par Seydina, qui sont vraiment relatives à tout ce qui est déséquilibre physique, psychologique et intellectuel. Et ça aussi, ça intervient également, ou bien ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de son organisme. Ça peut affecter même l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais nous naissons tous avec le nombre de neurones. En fait, à la naissance, on a tous le nombre de neurones et ce sont les neurones qui favorisent l'intelligence de la personne. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un qui part à la salle de muscu par rapport à une autre personne qui ne part pas à la salle. Vous voyez que si vous vous entraînez, vos muscles vont gonfler beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui le fait pas. Donc, ce qui veut dire quoi? Le fait qu'on lit, le fait qu'on développe notre intelligence, c'est qu'on est en train, en fait, de renforcer, en fait, la puissance de nos neurones, ce qui fait vraiment notre intelligence. Aujourd'hui, si on prend pas en considération, notre santé physique et mentale, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on compromet nos projets, notre intelligence également. Et pour faire un lien avec l'entrepreneuriat, voyez-vous, regardez au niveau des documentaires, etc. Mais tous les grands entrepreneurs, tous les grands fondateurs, en tout cas, comme nous le savons, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, en fait, ce sont des gens qui pratiquent quotidiennement les sports parce que c'est quelque chose quand même qui les aide à être beaucoup plus performants dans leurs activités. Donc, pour être un bon entrepreneur, il faut vraiment en fait prendre soin de sa santé physique et mentale et tout commence par un bon sommeil, comme l'a souligné tout à l'heure Seydina, ne pas avoir tout le temps des temps de sommeil aussi importants, mais quand même bien équilibrer les choses. Aujourd'hui, même au niveau de nos smartphones, il y a de ces applications qui nous permettent naturellement de pouvoir consulter, en tout cas pour les Samsung, je sais qu'il y en a une application qu'on appelle Health, donc qui nous permet de savoir le temps passé en fait au niveau des applications, le nombre de débrayages, etc. Moi, il m'arrive tout le temps des fois de consulter l'application pour voir combien de temps j'ai passé sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et là, des fois, je me prive du téléphone, je me dis des fois, le matin de 9, en tout cas, avant d'arriver au bureau, je consulte tout ce qui est WhatsApp, Facebook. Une fois au bureau, je me prive du téléphone jusqu'à 14 heures. Et là, donc ça, chacun, en fait, peut le faire à ce niveau. Et ça peut, en tout cas, améliorer un peu notre santé mentale sur l'utilisation des applications. Et ça, c'est là où il est important de parler de l'autodiscipline. Parce que c'est un peu ça. Tout à l'heure, on a parlé de discipline pour les enfants, mais aussi en tant qu'adulte, on doit cultiver en nous l'autodiscipline. Et on le dit souvent, l'autodiscipline, c'est le fait de faire ce qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de le faire. Et là, c'est vraiment important. Et voilà, c'est cette petite contribution-là que je pouvais apporter sur mais sinon, j'ai bien écouté l'intervention de Seydina qui est très, très pertinente. Et j'ai bien pris note quand même pour, Merci. Voilà. Alors, nous espérons que ça vous servira et également aux auditeurs qui nous suivent. Alors, je vais rappeler le thème et faire un tout petit résumé. L'importance du sommeil dans la santé mentale. Alors, chez l'homme, une privation partielle de sommeil provoque des troubles de l'humeur et de l'attention. Si cette privation partielle devient chronique, elle peut favoriser l'apparition d'une obésité, difficile à croire mais vrai, d'une hypertension artérielle, des troubles de vigilance, surtout quand on doit conduire
sa voiture le matin et des troubles d'humeur, ce qui n'est pas du tout agréable pour une personne qui doit aller passer un concours, surtout à l'oral. Le sommeil lent profond a un rôle dans la récupération physique, l'économie, la restauration de l'énergie, les sécrétions hormonales, surtout pour les bébés et autres, l'adaptation à l'environnement, la maturation du système nerveux, la récupération physique, la mémoire, la performance et également l'humeur. Alors, dans son ensemble, le sommeil influence la mémoire, l'apprentissage, la performance, l'humeur et la vigilance. Donc, dormir est aussi primordial que manger, boire ou respirer. Le sommeil est une nécessité de la vie aussi fondamentale pour l'équilibre de la santé que l'air, la nourriture et l'eau. Et c'est ce que nous avions eu à vous partager aujourd'hui avec ce thème. Alors, avant de clore la rubrique, Célina, si tu as un petit message à lancer à nos très chers auditeurs. Un petit message à lancer, peut-être ici, leur donner quelques conseils qui ne sont pas, à vrai dire, mes conseils. Ce sont des conseils que les médecins ont donnés pour, en tout cas, essayer de rééquilibrer notre sommeil et ainsi entrer dans un cycle normal de sommeil. Donc, puisque moi je suis toujours dans l'espace universitaire, dans la recherche scientifique, et je suis toujours avec mes camarades étudiants qui comme moi ne dorment pas, surtout la nuit, et qui vont essayer, vous l'avez dit tout à l'heure, de boire du café, du citron. Donc, il faut éviter déjà les stimulants comme l'alcool, la caféine, donc le café, la nicotine, ou l'exercice intense près de l'heure du coucher. Quand on parle d'exercice intense, une question peut surgir: pourquoi ceux qui pratiquent le sport à haute intensité font des sports intenses avant de se coucher? Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que ces pratiquants de ces sports-là, mais ils ont toujours avec eux des médicaments qui leur permettent de bien récupérer très souvent. Et des protéines. Souvent. Donc, vous allez voir un lutteur, un pratiquant de MMA qui va faire du sport à 21h, qui finit sa séance à 22h30, qui prend un médicament qui fait qu'avant 23h, mais il dort comme un bébé. Donc, il faut pas se voiler la face. Donc, après avoir évité ces stimulants-là, il faut, quand l'heure de vous coucher approche, il faut se détendre. Et comment se détendre? Il faut se détendre en lisant. Et c'est là où c'est important de dire ici que la lecture sur le format papier ne peut jamais être remplacée par la lecture sur le format électronique. Jamais, au plus grand jamais. Déjà, quand on lit sur le format papier, on est beaucoup plus interconnecté avec ce que nous lisons. Et plus ça nous fait du bien. Ça peut nous permettre de bien dormir. Alors, quand nous lisons sur nos téléphones, sur nos PC, ça nous empêche de dormir. Alors, prenons note. Il faut peut-être aussi écouter de la musique, mais pas une musique trop stimulante. Aussi, surtout apprendre à reconnaître nos signes de sommeil. Quand on a des paupières trop lourdes la nuit, c'est que nous avons envie de dormir. Quand au milieu de la nuit, nous avons ce qu'on appelle le frisson de milieu de soirée, quand c'est à 22h, 23h, minuit, 1h, on ressent que nous avons une certaine chair de poule. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous caresse ou que nous avons envie de quelqu'un. Non, c'est parce que notre corps nous envoie un message comme quoi nous devons dormir. Et donc, il faut savoir reconnaître ces signes de sommeil-là. Aussi, garder notre chambre calme, sombre et confortable. Garder notre chambre calme, sombre et confortable. La lumière, elle n'est pas faite pour la nuit quand on dort. La lumière, elle est faite quand on ne voit pas la nuit. Quand on a envie de dormir, qu'est-ce qu'on veut voir? Tout à fait. Tout ce qui est sombre. Gardons nos chambres sombres. À la fin du mois, ça peut être bénéfique pour nous, pour la facture. Effectivement. Gardons aussi notre chambre calme. Ça ne sert à rien de mettre la musique à fond quand il est après 23h, parce que là, c'est le moment de dormir. Et aussi, ça va déranger. Ça va déranger aussi les voisins. Et surtout, garder notre chambre confortable, c'est important. Un esprit sain
un corps sain dans un esprit sain. Alors, dernière chose, si vous n'êtes pas endormi après 30 minutes, levez-vous et faites une activité monotone ou répétitive qui ne requiert pas d'effort physique, mais plutôt un effort mental. Ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de sommeil nous empêche ou bien cause la fragilité mentale. Et donc, aujourd'hui, il y a des techniques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dormir. C'est juste, par exemple, essayer de nous concentrer sur une chose, sur une pensée pendant 5 minutes sans penser à autre chose. Cette concentration-là pendant la nuit nous permet aujourd'hui de dormir. La méditation pendant la nuit, ce sont des efforts mentaux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dormir tranquillement. C'est pas pour rien que les grands font du yoga. Et quand je parle de grands, c'est les grands esprits. C'est pas pour rien qu'ils pratiquent le yoga. C'est très important. Et surtout le plus important, couchons-nous. Je vais pas dire couchez-vous. Couchons-nous et réveillons-nous chaque jour la même heure. Chaque jour, essayons de se coucher à 21h et de se réveiller à 6h du matin. Pour chaque jour, essayons-nous de se coucher à 23h et de se réveiller à 7h. Ça dépend de nous. Mais ce cycle-là, c'est important pour le sommeil. C'est important aussi pour nos neurones qui nous font recevoir des informations. À telle heure, je dois dormir. À telle heure, je dois me réveiller. C'était les quelques conseils qui ne sont pas mes conseils, mais les conseils que les médecins ont donnés, que je voulais partager avec vous, chers auditeurs et téléspectateurs de la 106.1. Et merci Mbayang pour cette invitation, en espérant que d'autres vont suivre. Merci aussi à Maïssa qui a fait vraiment une présentation très 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 intéressante et pertinente. Et c'est comme ça chaque jour la Radio École. En tout cas, la Radio École aujourd'hui est très heureuse d'avoir eu comme chroniqueur du jour Seydina Omarian qui est venu avec nous sur l'importance du sommeil, sur la santé mentale, et j'espère que son message est très bien passé ainsi que de ses conseils. Alors, nous allions clore l'émission d'aujourd'hui à rappeler que nous avions débuté aujourd'hui avec la rubrique entrepreneuriat, la promotion de l'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes avec Maïssa Touré, qui est coordonnateur du LABIS, laboratoire d'innovation sociale, ingénieur en planification économique et gestion des organisations, et également agroéconomiste, et qui a eu aussi à participer sur notre rubrique hygiène de vie, sur l'importance du sommeil, sur la santé. En tout cas, nous espérons que le message est très bien passé et que nos rubriques vous ont éveillé et feront en sorte de vous faire démarrer une très bonne semaine. Et comme je vous dis à chaque fin d'émission, la matinale éducative, c'est de 10h midi qui se passe du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec des invités de marque, des sujets d'émission passionnants pour pouvoir booster votre culture générale et votre dose de connaissances, surtout pour les élèves. Alors, bonne suite des programmes sur la télé-école et surtout, restez sur la 106.1. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.